Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors, ma vidéo d'hier s'est malencontreusement interrompue. Mon disque dur était saturé. Alors, j'ai fait un peu le ménage en espérant que ce soit suffisant pour vous offrir cette vidéo-ci complète. Alors, je conclus sur le texte de Jacques Gerbert, Petite fabrique de la cathédrale et de ses alentours. J'ai senti la hanche de Marie-Claude, sa peau, la peau du haut de ses cuisses, j'ai pensé. J'en ai profité pour déplacer ma quéquette coincée et meurtrie, et je l'ai ramenée vers le bas entre mes jambes. Je me suis rendu compte que Marie-Claude était peut-être évanouie. Alors je l'ai pincée fortement à la cuisse. Elle a ouvert les yeux un peu vitreux. Ils vont venir. Je les entends, j'ai dit. Elle s'est mise à gémir, toute molle contre moi. Il y avait plein d'émotions dans ses petits cris. Dehors, l'agitation grandissait. J'entendais plus nettement les sirènes glisser de droite à gauche, des ambulances, des cris de plus en plus organisés, des ordres et des plaintes, toujours. À tous les coups, il y a des morts, des blessés, des gens écrabouillés, coupés en deux. Ne voulant pas paraître inconvenant aux yeux du libraire en continuant sa lecture, Paul referme le livre et l'achète. Il pense, à tort, que son auteur est un Américain se dissimulant derrière le pseudonyme de J.B. Puy. Qu'importe au fond, cet homme à l'oreille croquée l'aidera à passer la nuit. En 1954-1955, l'éditeur Jean-Jacques Pauvert est poursuivi devant les tribunaux car il avait édité et proposé à la vente 4 ouvrages du divin Marquis. Marquis que nous apprécions de plus en plus en ces temps de censure galopante, hennissante et revancharde. La défense de l'infortuné éditeur mais courageux, fut assuré par le procureur Maurice Garçon, redoutable plaideur et homme de lettres flamboyant, auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux criminels et à la criminalité. Il est également un bibliophile accompli, spécialisé en démonologie. Ce procès fut célèbre car il convoqua à la barre de la défense des auteurs renommés, Cocteau, Bataille, Breton et Paulin. Maurice Garçon, enfin stratège, n'a pas attaqué de fond la question de la censure, préférant l'éluder et ne remettant pas en cause sa légitimité, parfois nécessaire. Il s'est plutôt attardé à montrer la grande qualité littéraire de l'œuvre du Marquis de Sade. Et finalement, il a porté à l'attention du jury que les livres du Marquis de Sade n'étaient proposés qu'à des gens intellectuellement formés et dont le budget pouvait permettre l'acquisition des œuvres du Marquis de Sade. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous lire des extraits des interventions des écrivains surnommés, la plaidoirie de maître Maurice Garçon et les questionnements le questionnement, oui, dis-je, du juge, du président du procès. Interrogatoire de Jean-Jacques Pauvert. Je voudrais que vous nous fournissiez quelques explications sur l'inculpation dont vous êtes l'objet. Je pense, Monsieur le Président, que le rôle de l'éditeur est de mettre à la disposition du public, et en particulier des intellectuels, les textes importants de notre littérature.
Or, il me semble que les textes du marquis de Sade sont des textes très importants dans la littérature française. Je crois que mon avocat va tout à l'heure vous en parler plus longuement. Mais c'est un des auteurs français dont, depuis 50 ans, on s'est le plus occupé à l'étranger. Il y a des traductions de Sade dans toutes les langues. Nous avons fourni des exemplaires des œuvres de Sade que nous avons éditées, sur leur demande, à la plupart des universités étrangères et françaises. Ce sont des ouvrages qui, à mon avis, font partie du patrimoine de notre littérature. On ne le reconnaît peut-être que depuis assez peu de temps, mais il commence tout de même à y avoir 40 ou 50 ans. J'ai pensé par conséquent qu'il était de mon rôle d'éditeur de le mettre à la disposition, non pas du grand public, car je n'ai fait qu'un tirage limité, mais des philosophes, des professeurs. Cela n'exclut pas tout de même le caractère et le danger de ce livre. Cela ne vous a pas échappé. Je n'en nie pas l'obscénité. Bien entendu, vous auriez mauvaise grâce. Vous connaissez les caractères de cette œuvre, en raison desquels cette édition peut être blâmable. Je ne le discute pas. Ce que je considère, c'est que malgré son obscénité, l'œuvre de Sade est une œuvre importante, et que par conséquent de ce fait, elle n'est pas un outrage pour les mœurs. Elle n'est pas un outrage pour les mœurs dans la mesure où j'en ai fait une édition relativement limitée et qui a très peu circulé. Elle a tout de même circulé, puisqu'elle était à la disposition du public et qu'elle pouvait être acquise par souscription. Bien que vous ayez voulu minimiser les ventes, j'ai tout de même vu dans le dossier que vous avez été obligé de reconnaître. 2000 exemplaires. Mon point de vue est qu'à 2000 exemplaires, cela ne constituait pas un danger. On ne peut pas faire cette distinction dès l'instant que vous avez rendu publique cette édition. Vous étiez à même de vous rendre compte que vous tombiez sous le coup de la prohibition légale. Légale, oui, mais dans la mesure où, comme le disait Maître Garçon, il y a délit d'outrage aux bonnes mœurs. Or, je considérais que mon édition à 2000 exemplaires n'outrageait pas les bonnes mœurs, en raison du caractère littéraire, en raison de l'importance de l'œuvre de Sade et du caractère de la diffusion que nous en avons faite. Je peux fournir la preuve que la plupart de nos exemplaires ont été achetés par des médecins, des universités. Cela, tout de même, a été dans le public. Cela a été dans le public, bien entendu. Mais tout de même, il n'y a pas beaucoup de gens qui entrent dans une librairie et qui demandent les œuvres complètes de Sade. Cela se vend assez mal. Il y a peu de clients pour payer 5400 francs, l'histoire de Juliette, après être entré la demander, car ce ne sont pas des ouvrages exposés à l'extérieur. La personne qui fait cette acquisition sait ce qu'elle fait. Il n'y a donc pas d'outrage. Nous apprécierons. Témoignage de Jean Paulhan. Maître Garçon, je voudrais que M. Paulhan, qui est très au courant de ce sujet, car il a lui-même écrit un certain nombre d'études sur le marquis de Sade, nous dise ce qu'il pense de l'outrage aux mœurs que pourrait constituer l'édition de M. Pauvert. J'ai eu à écrire pour la Sorbonne une petite thèse sur le marquis de Sade, de sorte que je connais assez bien son œuvre. Elle me paraît assez importante et historique, puisque tous les écrivains, ou presque, du 19e siècle, ceux qui sont représentatifs, sont sortis du marquis de Sade, à partir de Lamartine, qui reconnaît que sans la lecture du marquis de Sade à 19 ans, il n'aurait jamais écrit ses poèmes, en continuant évidemment par Baudelaire et par des philosophes étrangers comme Nietzsche. Il est certain que Sade est venu à notre époque où une sorte de philosophie un peu molle admettait
réserve que l'homme était bon et qu'il suffisait de le rendre à sa nature pour que tout se passe bien. De là, Sade a été conduit par contraste à démontrer que l'homme était méchant et à démontrer dans le détail, de toutes les façons, cette méchanceté, qu'il a fait reposer le premier dans la sexualité, ce que Freud et d'autres reprendront plus tard. L'importance de Sade à la fois comme écrivain, c'est un très grand écrivain, que comme philosophe, me paraît si considérable qu'interdire les livres de Sade reviendrait à peu près, étant donné que nous lisons tous les jours des œuvres de ses disciples, à interdire le livre et à permettre la même chose dans les journaux quotidiens. Il y aurait là quelque chose d'extrêmement choquant. Vous trouvez qu'il y a commune mesure entre la philosophie de Sade et celle des journaux quotidiens? Non. Ce que je veux dire, c'est que les journaux quotidiens vulgarisent ce qui est dans le livre à l'état pur, exactement comme les écrivains du 19e siècle, à commencer par Lamartine et à continuer, si vous voulez, par Freud et Nietzsche, ont vulgarisé l'œuvre du marquis de Sade. Il y a quelque chose de très pur, de très violent dans la vie du marquis de Sade, quelque chose qui est même choquant, mais qui est tout de même la raison de tout le reste. Je voudrais que vous expliquiez où vous voyez la pureté de cette philosophie qui me paraît destructrice. Il y a la pureté de la destruction. C'est Saint-Just qui a dit. Vous trouvez que la pureté de cette destruction n'est pas dangereuse pour les mœurs? Elle est dangereuse. J'ai connu une jeune fille qui est entrée au couvent après avoir lu les œuvres de Sade et parce qu'elle les avait lues. Vous trouvez que c'est un mauvais résultat que d'être entré au couvent? Je constate que c'est un résultat. Si nous nous plaçons dans le domaine courant, cette férocité sur laquelle je ne veux pas épiloguer, bien sûr, qui se résume en détruisant tout ce qu'il peut y avoir d'honorabilité dans la famille, de respect dans la morale, vous trouvez qu'il n'y a pas de danger à la rendre publique? Monsieur le Président, c'est ce qu'on a dit de Freud quand on a commencé à connaître la férocité de Freud. Il faudrait donc faire abstraction de tout ce qui constitue l'exemple des principes philosophiques développés par Sade. Je ne parle pas de ces scènes qui sont abominables, et qui sont lassantes aussi bien par leur nombre que par leur description. L'exemple est effrayant, Monsieur le Président. Mettre en pratique ces théories philosophiques par ces exemples, par ces descriptions de scènes qui sont longues, si l'on en juge par la quantité de volumes dans lesquels elles sont développées, vous ne considérez pas que cela constitue un danger? Je ne le pense pas du tout. Il est très difficile de démontrer que l'homme est méchant sans le montrer à l'état de méchanceté. Vous croyez qu'on a besoin de souligner tous ces raffinements de cruauté qui ont constitué ce qu'on appelle le sadisme? Vous trouvez que cela est normal et que même quand ce n'est pas expurgé, il n'y a pas de danger? Je réalisais avant-hier la Bible. C'est un livre effrayant. Tous les gens du village qui se précipitent autour de la maison où Lot recevait des étrangers pour les connaître, comme dit la Bible. Je vais vous poser la question d'une façon plus brutale. Vous auriez, vous, une jeune fille, vous préféreriez lui donner à lire le Marquis de Sade plutôt que la Bible? Je n'ai pas du tout dit cela, mais je ne lui laisserai lire la Bible qu'avec précaution. Laissons la Bible, qui n'est pas en cause, ou plutôt, c'est vous qui l'y mettez. Je réserve ma question au Marquis de Sade. Vous ne voyez aucun inconvénient à ce que ces œuvres soient mises entre les mains d'une jeune fille ou d'un jeune homme. Je le crois qu'elles sont dangereuses pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Le découragement, le dégoût qu'inspire l'œuvre de Sade peuvent conduire celui qui le lit à se réfugier dans quelque couvent. Je crois qu'il y a là un danger, mais c'est un danger éminemment moral.
C'est un danger éminemment moral, mais s'il entraîne ou s'il risque d'entraîner une corruption, n'importe quel livre risque d'entraîner une corruption. Baudelaire risquait d'entraîner toutes les corruptions possibles. Il y a tout de même une nuance. Les poèmes de Baudelaire. Je ne crois pas, Monsieur le Président. Baudelaire me paraît beaucoup plus insinuant, beaucoup plus habile. Vous trouvez que les points sur les i qu'il y a dans Sade ne sont pas plus dangereux que les insinuations? Il y a quelque chose qui repousse. Nous sommes d'accord. Vous ne trouvez pas que ce soit dangereux comme exemple? Non, parce que c'est un exemple qui se propose comme n'étant pas à suivre. Témoignage de Georges Bataille. Maître Garçon. Je crois, Monsieur le Président, que le témoin a fait beaucoup d'études relatives aux œuvres du marquis de Sade. Je voudrais qu'il vous dise ce qu'il pense de la publication qui en a été faite par M. Pauvert et de ce résultat, et de ce qu'elle peut constituer, dans quelle mesure, dans son esprit, cette publication, telle qu'elle se présente, bien entendu, constitue un outrage aux bonnes mœurs. Il y a deux aspects à cette publication. Il y a un aspect qui touche les descriptions faites par Sade, mais il y a aussi un aspect démonstratif. En ce qui concerne les études auxquelles Maître Garçon vient de faire allusion, c'est de cet aspect démonstratif que je me suis préoccupé exclusivement et auquel j'ai contribué une importance qui m'a paru devoir être doublement soulignée. En effet, ce qu'a innové le marquis de Sade, parce que personne ne l'avait dit avant lui, c'est que l'homme trouvait une satisfaction dans la contemplation de la mort et de la douleur. Cela peut être considéré comme condamnable, et je m'inscris dans ce sens. Je considère comme parfaitement condamnable la contemplation de la mort et de la douleur. Mais si nous tenons compte de la réalité, nous nous apercevons que si condamnable que soit cette contemplation, elle a toujours joué un rôle historique considérable. J'estime que du point de vue moral, il est extrêmement important pour nous de savoir, étant donné que la morale nous condamne d'obéir à la raison, quelles sont les causes possibles de la désobéissance à cette règle. Or, Sade a représenté pour nous un document inestimable, en ce sens qu'il a su développer et rendre sensible la cause la plus profonde que nous avons de désobéir à la raison. Si nous considérons que cette désobéissance éclate dans les guerres et dans l'histoire, nous ne pouvons pas négliger ce fait. Vous me direz que nous avons connu d'autres documents qui plaident dans le même sens que Sade, mais en le démontrant par des témoignages et des documents, au lieu de le dire. Les documents médico-légaux d'une part, les documents ethnographiques d'autre part, les documents historiques nous montrent que l'homme a toujours trouvé une satisfaction dans la contemplation de la mort et de la douleur. Seulement, ce que je tiens à faire observer ici, c'est que ces documents se trouvent sous de nombreuses formes. Après tout autre, l'histoire joue dans le même sens, tandis qu'au contraire, l'œuvre de Sade est unique. L'œuvre de Sade contraste avec tout ce qui l'a précédé. Sade est un homme qui a voulu non seulement dépeindre, et certainement il a voulu cela, dépeindre le plaisir, mais il a voulu dépeindre aussi le dilemme où était enfermé un homme qui vivait dans une société pour laquelle les provocations de la mort et de la douleur n'étaient pas rares, une société où l'injustice régnait encore. Il s'est certainement trouvé en présence d'une contradiction, en ce sens qu'il n'a trouvé d'excuse à ses crimes, ou plutôt à ses velléités de crimes, que dans la société dans laquelle il a vécu. Cette société, il la combat,
mais cependant il a participé à son esprit criminel. Mais toujours est-il que son œuvre mérite autre chose, je crois, que le jugement du simple pornographie qu'on serait tenté de lui attribuer au prime abord, et qui est d'autant moins justifié que la plupart du temps, n'importe qui s'asseyant à la lecture de Sade se trouve plutôt soulevé d'horreur. Il est certain que ce n'est pas le sens que la lecture que Sade peut prendre actuellement. Actuellement, nous devons retenir que la possibilité de descendre Sade par une espèce d'abîme d'horreur que nous devons connaître, qu'il est en outre du devoir en particulier de la philosophie. C'est ici la philosophie que je représente, non pas, je dirais, d'une façon très générale. Il est certain, en effet, que la lecture de Sade ne peut être que réservée. Je suis bibliothécaire. Il est certain que je ne mettrai pas les livres de Sade à la disposition de mes lecteurs sans aucune formalité. Mais la formalité nécessaire demande d'autorisation au conservateur. Étant accomplie, les précautions voulues étant prises, j'estime que pour quelqu'un qui veut aller jusqu'au fond de ce qui signifie l'homme, la lecture de Sade est non seulement recommandable, mais parfaitement nécessaire. Il faudrait donc distinguer dans les livres de Sade entre, d'une part, la philosophie que vous évoquez, et d'autre part, les scènes dont le caractère est indiscutable. Mais nous n'avons pas besoin d'insister là-dessus. Mais même en ce qui concerne cette philosophie, lui trouvez-vous un caractère édifiant? Comme je le disais tout à l'heure, elle est absolument destructrice. Elle ne laisse rien subsister de ce qui peut être la base ou la convention fondamentale de la morale. Vous êtes d'accord là-dessus? J'en suis tout à fait d'accord. Ne trouvez pas qu'il est pernicieux de répandre cela dans le public. Vous vous rendez compte de l'effet que cela peut produire, peut-être pas sur des esprits cultivés, sur des esprits déjà exercés, mais dans un public qui comporte de nombreuses catégories de gens différents, de cultures différentes. Encore une fois, je laisse à dessein de côté les descriptions de scènes qui ne se discutent même pas. Mais même en ce qui concerne la philosophie de Sade, vous trouvez qu'elle peut avoir un caractère édifiant? Je pense que sa lecture ne peut pas être pernicieuse étant donné que dès l'abord, nous sommes en présence de documents analogues à des documents médico-légaux. Je vous parle du point de vue du public, même en faisant abstraction de toute cette série de scènes et de descriptions dont je ne fais même pas état, en nous plaçant simplement sur le terrain philosophique que vous avez évoqué. Vous pensez que ces livres ne représentent pas de danger, qu'il n'y a pas de danger à les répandre dans le public, étant donné les thèses philosophiques qui y sont développées. Il me semble que pour l'esprit commun, il ne peut s'agir que de curiosité monstrueuse. Au point de vue de l'immoralité, que reste-t-il de cela? C'est l'apologie du vice. Vous connaissez à fond toutes ces descriptions qui détruisent ce qui reste de la morale sociale, qui font valoir que la morale sociale ne paie pas, qu'en somme, il vaut mieux s'orienter vers la violence, vers le vol, parce que cela rapporte, parce que cela procure un bénéfice certain. Vous ne trouvez pas que c'est d'une exemplarité extrêmement dangereuse? Il me semble que les publications qui sont mises en avant, vous allez répondre par un biais, alors que je voudrais une réponse précise. Nous ne parlons pas des autres publications, nous parlons que de celles-ci. Même en se fondant que sur les théories philosophiques que vous avez évoquées, vous ne trouvez pas que de donner de la publicité à un ouvrage comme celui-là et le répandre dans le public peut être éminemment pernicieux? Je pense que la plupart des gens qui ont acheté aux éditions Pauvert, étant donné le prix qu'ils les ont payé, les œuvres de Sade, ne pouvaient pas y mettre la curiosité malsaine que vous craignez, mais une curiosité d'érudit. Vous me répondez d'une façon indirecte, en me retournant ce que je vous demandais.
Vous me dites qu'étant donné le prix qu'il fallait la payer, cette édition ne pouvait que s'adresser à une minorité d'érudits. Mais je vous parle, moi, de la majorité. Ne croyez-vous pas que quand on parle du public, il faut envisager la majorité et non pas une minorité, quelle qu'elle soit? Je pourrais aussi bien vous dire que même s'il s'agissait d'une édition bon marché, dès l'instant qu'elle s'adresserait à un public d'érudits ou de gens avertis, on pourrait dire qu'elle n'est pas dangereuse. Répandre une œuvre comme celle-là dans le public, avec cette apologie courante du vice, qui ne laisse rien subsister des bases de la morale, vous ne croyez pas que cela peut constituer un danger? Il me semble que non. Je dois dire que j'ai une confiance assez grande dans la nature humaine. Je vous en félicite, monsieur. Vous avez un optimisme qui vous fait honneur. Je vous remercie. Alors, c'est tout pour ce soir. Alors, c'est tiré en partie de ceci. Maurice Garçon de l'Académie française contre la censure et autres plaidoyers pour les arts et les lettres. Et en partie parce qu'on a dans ce recueil de textes défendant la liberté d'expression, textes qu'il a eu à produire devant les tribunaux, on notera l'intervention, les deux, en fait, et Paulhan et Bataille s'attaquent, eux, contrairement à Maître Garçon, comme nous allons le voir dans les vidéos subséquentes, eux s'attaquent au fond, au problème philosophique de la question. Et ici, j'aurais tendance à dire, comme peut-être comme vous l'avez entendu, que nous sommes en présence d'un dialogue de sourds. Et mais Maître Garçon va, ayant le souci de défendre adéquatement son client et non pas déborder sur ces questions larges, anthropologiques du bien et du mal, va trouver un angle de défense qui nous apparaîtra imparable. C'est-à-dire que les textes du Marquis de Sade n'ont pas été faits, n'ont pas été publiés par Pauvert pour le grand nombre. Alors, j'aurais tendance même à dire que, au fond, la question de l'immoralité ne s'adresserait qu'à un public averti. Alors, écoutez, il y a ici après la longue, je vais j'allais dire de la couronne. Et puis il y a la plaidoirie Demain, je vais vous lire la plaidoirie de Maurice Garçon, qui fait quelques pages. Oui, c'est ce que je vais faire demain. Je vais vous lire, et après la conclusion, peut-être après-demain, la conclusion du procès, lequel procès a vu finalement Jean-Jacques Pauvert, non pas acquitté cette fois-ci, mais il est allé en appel et il a été acquitté. Et toute cette question de la censure, et évidemment, les temps ont beaucoup changé, mais la censure se joue autrement maintenant. Elle se joue sur un autre terrain. En fait, je vous dirais, on nous oblige violemment à être moraux. Vous voyez? On a tout lu, on a tout vu, des films de Pasolini à ceux de Fassbinder ou de Stanley Kubrick, ou la pornographie industrielle, ou les auteurs qui ont marqué la deuxième partie du 20e siècle, qui nous ont offert des descriptions terrifiantes. On a tout vu, on a tout lu. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est
C'est pour ça que je pense que nous sommes à quelque part dans une époque néo-victorienne, c'est-à-dire où le puritanisme est de retour, mais c'est un puritanisme moral. Et j'ai parfois l'impression que les gens s'exonèrent de leur responsabilité en se sentant coupables. On pourrait appeler ça la mauvaise conscience aussi. Se jugeant coupable de crimes pour lequel il n'y aura ni châtiment, ni à plus forte raison réparation. Les gens se chargent de fautes où il n'y a aucune possibilité de voir leurs fautes rédimées. Il n'y a aucune possibilité de se laver, de se blanchir. Mais le blanchiment est dans l'auto-accusation. Le blanchiment est dans l'auto-culpabilisation permanente. On ne peut pas être si mauvais, nous qui nous jugeons si durement. Et de se juger si durement, eh bien, ça autorise de juger autrui de la même manière. Écoutez tous ces gens qui ne feraient pas de mal à une mouche. Ou ces autres personnes jugeant que nous portons un terrible poids de culpabilité et qu'il faut éveiller les gens, il faut les conscientiser. Et ces preux chevaliers de la vertu croient se nettoyer de fautes anciennes, commises parfois par la génération précédente ou l'autre génération d'avant. Et qu'au fond, c'est offrir un visage avantageux que de se blâmer pour des fautes commises par nos devanciers. Une manière, au fond, de se doter d'une sorte d'auréole et d'imposer violemment, s'il le faut, par les menaces, le chantage, le harcèlement sur les réseaux, pour obliger certains individus qui sont parfois, oui, vulgaires, déjantés, agressifs. Mais tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, ce ne sont que des mots. Et les mots ne tuent pas. Les mots ne tuent pas. Mais les balles d'une Kalachnikov, oui. Il faut vivre dans une société vraiment très, très confortable et très, très, très peureuse. Et très satisfaite d'elle-même. Repue pour penser que les mots tuent. Les mots que l'on tait, peut-être, nous tuent. À demain pour la suite. Alors, vous avez Bataille, convoqué, Jean Paulhan. Mais vous notez quand même, c'est intéressant comment ils ne saisissent pas la mécanique, je dirais, administrative des tribunaux. Comment ils croient débattre du fond des choses alors que, évidemment, Maître Maurice Garçon, lui, par la nature même de son travail, a saisi comment déjouer l'appareil judiciaire. Et c'est là aussi la différence entre le droit en lui-même dans un tribunal et les considérations philosophiques. On a vu, j'arrête là-dessus, on a vu un dernier point, on a retrouvé ce même élément dans le fameux procès qu'avait intenté la Barrick Gold contre
Alain Deneau et son équipe et son éditeur sur le livre Noir Canada qui montrait les exactions commises par cette compagnie aurifère canadienne dans les pays africains. Et l'ouvrage lui-même était en grande partie une suite d'articles colligés, publiés dans des journaux étrangers, dont la plupart étaient britanniques. Et la défense a préféré, si ma mémoire est bonne, jouer sur le fond de l'affaire. Alors, quand il aurait fallu peut-être insister simplement sur le fait technique et non pas sur les méfaits de ces compagnies canadiennes en terre africaine. Et je me souviens d'avoir suivi ce procès avec assez d'intérêt et d'avoir jugé que ce passage par l'arène des tribunaux, qui est l'équivalent probablement du combat des gladiateurs, mais sur le plan intellectuel, ce passage devant les tribunaux, dans l'arène des tribunaux, est probablement un passage nécessaire pour devenir un guerrier intellectuel aguerri. Alors, visiblement, ça a été le cas pour Alain Deneau. Il a multiplié les ouvrages. Mais, je pense que les ouvrages ont été plus théoriques qu'une collection d'articles montrant les exactions d'une compagnie, à plus forte raison canadienne. Alors, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain pour la suite. On va entendre la plaidoirie de Maurice Garçon. Personnage extrêmement fascinant. Ouais, extrêmement fascinant. Un grand lettré aussi, mais là, il faut aller... enfin, voilà. Il faut faire des recherches, quoi. Hein? Faites vos recherches. Allez, merci. Bonne soirée. À demain.